Sir Henry fut plus heureux que surpris de voir Sherlock Holmes, car il s'attendait depuis quelques jours à ce que les événements récents l'amènent à délaisser Londres. Il haussa néanmoins les sourcils lorsqu'il s'aperçut que mon ami n'avait pas de bagages, ni d'explications à fournir sur leur absence. Nous eûmes au fait, à nous deux, de pourvoir à ses besoins, puis autour d'un souper tardif nous racontâmes au baronnet ce qu'il nous semblait opportun qu'il sache sur notre aventure. Mais j'eus d'abord la pénible tâche d'annoncer la mort de Selden à Barrymore et à sa femme. Cela constitua sans doute pour lui un véritable soulagement, mais elle se mit à pleurer à chaudes larmes dans son tablier. Pour le monde entier, c'était un homme violent, mi-animal, mi-démon, mais pour elle, il était resté le petit garçon têtu de sa jeunesse, l'enfant qui se cramponnait à sa main. Irrémédiablement mauvais est celui qu'aucune femme ne pleure. Je me suis morfondu à la maison toute la journée depuis que Watson est parti ce matin, dit le baronnet. J'espère que je serai félicité car j'ai tenu ma promesse. Si je n'avais pas juré de ne pas sortir seul, j'aurais pu passer une soirée plus animée car j'ai reçu un message de Stapleton me demandant de passer. Je ne doute pas que vous auriez passé une soirée plus animée, dit sèchement Holmes. À propos, je suppose que cela ne vous ravira pas d'apprendre que l'on a pleuré votre mort en pensant que vous vous étiez brisé le cou. Sir Henry écarquilla les yeux. Comment cela ? Ce pauvre diable portait vos vêtements. Je crains que votre serviteur, qui les lui a donnés, n'ait des ennuis avec la police. C'est peu probable. Aucun n'était marqué pour autant que je sache. C'est une chance pour lui. En réalité, c'est même une chance pour vous tous, puisque vous êtes tous du mauvais côté de la loi dans cette affaire. Je ne suis pas certain qu'en bon détective consciencieux, mon premier devoir ne soit pas d'arrêter toute la maisonnée. Et les rapports de Watson sont des documents très compromettants. Mais qu'en est-il de l'affaire ? Demanda le baronnet. Avez-vous réussi à démêler quelque peu cet écheveau ? Je ne crois pas que Watson et moi soyons beaucoup plus avancés que lorsque nous sommes arrivés. Je pense que je serai en mesure de vous exposer l'affaire beaucoup plus clairement d'ici peu de temps. C'est une affaire extrêmement difficile et des plus complexes. Il y a plusieurs points que nous cherchons encore à éclaircir, mais ça se précise tout de même. Il nous est arrivé quelque chose, comme Watson vous l'a sûrement dit. Nous avons entendu le chien sur la lande, et je peux jurer que ce n'était pas donc une pure superstition. J'ai eu affaire à des chiens lorsque j'étais dans l'Ouest, et je sais les reconnaître quand j'en entends un. Si vous parvenez à museler celui-ci et à l'enchaîner, je suis prêt à jurer que vous êtes le plus grand détective de tous les temps. Je pense que je saurai très bien le museler et l'enchaîner si vous m'apportez votre aide. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Très bien. Et je vous prierai également de le faire aveuglément, sans en exiger à chaque fois la raison. Comme vous voulez. Si vous agissez ainsi, je pense que nous avons toutes les chances de voir résolu notre petit problème. Je ne pense pas... Il se tut tout à coup et se mit à regarder fixement en l'air au-dessus de ma tête. La lampe éclairait son visage, si tendu et si immobile qu'il ressemblait à celui d'une sculpture classique, symbole même de la vigilance et de l'attente. « Qu'y a-t-il » criâmes-nous d'une seule voix. Je me rendis compte lorsqu'il baissa les yeux qu'il retenait ses émotions. Il avait gardé des traits impassibles, mais ses yeux brillaient de satisfaction amusée. « Pardonnez l'admiration d'un connaisseur, » dit-il avec un geste de la main en direction de la rangée de portraits de famille qui couvrait le mur opposé. Watson n'admettra jamais que je connaisse quoi que ce soit à la peinture, mais ce n'est que de la jalousie car nos vues sur la question divergent. Mais il s'agit là d'une bien belle rangée de portraits. « Ma foi, je suis ravi de vous l'entendre dire, » dit Sir Henry en jetant sur mon ami un regard étonné. « Je ne prétends pas en savoir long là-dessus, et je serais meilleur juge d'un cheval ou un taurillon que d'un tableau. Je ne savais pas que vous trouviez le temps pour ce genre de choses. » Je sais reconnaître la beauté lorsque je la vois, et c'est le cas ici. C'est un Kneller, je peux en jurer, la dame là-bas vêtue de soie bleue, et ce monsieur trapu avec sa perruque doit être un Reynolds. Ce sont tous des portraits de famille, je suppose. Tous. Connaissez-vous leur identité ? Barrymore m'a donné un cours et je pense pouvoir réciter correctement ma leçon. Qui est le monsieur avec le télescope ? C'est le vice-amiral Baskerville qui a servi sous les ordres de Rodney aux Antilles. L'homme au manteau bleu et au rouleau de papier est Sir William Baskerville qui était président des commissions à la Chambre des communes sous Pitt. Et ce cavalier en face de moi, avec du velours noir et de la dentelle ? Ah, vous êtes tout à fait en droit de connaître celui-là.
Il est la cause de tous ces malheurs. Le méchant Hugo avec qui débuta l'histoire du chien des Baskerville. Nous ne risquons pas de l'oublier. Je contemplais le portrait avec intérêt et une certaine surprise. Mon Dieu, Dit Holmes. on dirait un homme calme, assez doux. Et pourtant je dirais qu'il y a une lueur démoniaque dans son regard. J'avais imaginé quelqu'un de plus robuste et de plus fruste. Il n'y a aucun doute sur son authenticité, car le nom et la date, 1647, figurent au dos de la toile. Holmes ne dit pas grand-chose de plus, mais le tableau du vieux débauché semblait exercer une certaine fascination sur lui, et il ne le quitta pas du regard du souper. Ce fut seulement plus tard, lorsque Sir Henry eut regagné sa chambre, que je fus en mesure de suivre le fil de ses pensées. Il me conduisit à nouveau dans la salle de banquet, et là, la chandelle de sa chambre à la main, il la leva tout contre le portrait piqué par le temps accroché au mur. Remarquez-vous quelque chose ? Je regardai le large chapeau surmonté d'une plume, les accroche-cœurs, la collerette de dentelle blanche et le visage droit et sévère qu'ils encadraient. Il n'avait pas l'air brutal, mais guindé, dur et austère, avec une bouche ferme aux lèvres minces et un regard froidement colérique. Ressemble-t-il à quelqu'un que vous connaissez ? Il y a quelque chose de Sir Henry dans la mâchoire. Oui, un soupçon peut-être. Mais attendez un instant. Il monta sur une chaise et, tenant la lumière de la main gauche, il arrondit l'autre bras et il recouvrit le large chapeau ainsi que les longues bouclettes. « Dieu du ciel !» m'écriai-je stupéfait. Le visage de Stapleton avait surgi de la toile. Ah, vous le voyez maintenant. Mon œil est entraîné à voir les visages, pas leurs atours. C'est la première des qualités nécessaires à un enquêteur criminel que de savoir percer un déguisement. Mais c'est fantastique! On dirait son portrait! Oui, c'est un exemple intéressant de retour en arrière qui semble être à la fois physique et moral. Une étude de portrait de famille suffit à convertir n'importe qui à la théorie de la réincarnation. L'homme est un Baskerville, c'est évident. Avec des vues sur la succession? Exactement. Ce tableau nous fournit par hasard l'un de nos maillots manquants, les plus manifestes. Nous le tenons, Watson, nous le tenons! Et je jurerais qu'avant demain soir, il se débattra dans notre filet aussi impuissant que l'un de ses papillons. Une épingle, du liège et une fiche en carton, et nous l'ajouterons à la collection de Baker Street. Chose rare, il s'esclaffa en se détournant du tableau. Je ne l'ai pas souvent entendu rire, et cela annonçait toujours un malheur pour quelqu'un. Je fus debout de bonne heure le lendemain matin, mais Holmes s'était levé encore plus tôt, car je le vis remonter l'allée tandis que je m'habillais. « Oui, notre journée devrait être bien remplie aujourd'hui, » observa-t-il, et il se frotta les mains de plaisir à la perspective de l'action. « Les filets sont tous en place, et la pêche est sur le point de commencer. Nous saurons avant la fin du jour si nous avons attrapé notre gros brochet à la fine mâchoire ou s'il est passé entre les mailles. »« Êtes-vous déjà allé sur la lande ?» J'ai envoyé de Grimpen un rapport à Princetown sur la mort de Selden. Je crois pouvoir vous promettre qu'aucun d'entre vous n'aura d'ennui dans cette histoire. Et j'ai aussi pris contact avec mon fidèle Cartwright, qui se serait certainement langui à la porte de ma hutte comme un chien sur la tombe de son maître si je ne l'avais pas rassuré sur mon sort. Quelle est la prochaine étape ? Voir Sir Henry. Ah, le voici. Bonjour, Holmes, dit le baronnet. Vous avez l'air d'un général qui prépare une bataille avec son chef d'état-major. C'est exactement la situation. Watson me demanda des ordres. Et moi aussi. Très bien. Vous êtes pris à dîner, si j'ai bien compris, avec nos amis les Stapleton ce soir. J'espère que vous viendrez également. Ce sont des gens très accueillants. Nul doute qu'ils seraient très heureux de vous voir. Je crains que Watson et moi ne devions retourner à Londres. À Londres ? Oui, je pense que dans les circonstances présentes, nous serons plus utiles là-bas. Le visage du baronnet s'allongea sensiblement. J'espérais que vous m'accompagneriez jusqu'au bout dans cette affaire. Le manoir et la lande ne sont pas des endroits très agréables quand on est seul. Mon cher ami, il faut m'accorder une confiance absolue et faire exactement ce que je vous dis. Vous annoncerez à vos amis que nous aurions été heureux de venir avec vous, mais qu'une affaire urgente requiert notre présence en ville. Nous comptons être très bientôt de retour dans le Devonshire. Vous souviendrez-vous de leur transmettre ce message ? Si vous insistez. Il n'y a pas le choix, je vous assure.
Je vis à ses sourcils froncés que le baronnet était profondément blessé par ce qu'il considérait comme une désertion. Quand désirez-vous partir? Demanda-t-il froidement, tout de suite après le petit déjeuner. Nous irons en voiture jusqu'à Coombe Tracy, mais Watson laissera ses affaires en gage qu'il reviendra auprès de vous. Watson, vous enverrez un mot à Stapleton disant que vous regrettez de ne pas pouvoir venir. J'ai bien envie de vous accompagner à Londres, dit le baronnet. Pourquoi devrais-je rester seul? Parce que vous êtes de service. Parce que vous m'avez donné votre parole de faire ce que l'on vous dirait, et je vous demande de rester. D'accord. Dans ce cas, je resterai. Encore une instruction. Je souhaite que vous vous rendiez à Mary Pitt House en voiture. Mais renvoyez-la et faites-leur savoir que vous voulez rentrer à pied. À pied à travers la lande? Oui. Mais c'est précisément ce que vous m'avez si souvent déconseillé de faire. Cette fois, vous pourrez le faire en toute sécurité. Si je n'avais pas entièrement confiance en vos nerfs et en votre courage, je ne vous le proposerais pas, mais il est essentiel que vous agissiez ainsi. Alors je le ferai. Et comme vous tenez à la vie, ne vous aventurez pas sur la lande hors du sentier qui mène directement de Mary Pitt House à la route de Grimpen et qui est le chemin naturel pour rentrer chez vous. Je ferai exactement ce que vous me demandez. Très bien. Je serai heureux de partir aussi vite que possible après le petit déjeuner pour être à Londres cet après-midi. J'étais totalement surpris par ce programme, même si je me souvenais que Holmes avait dit à Stapleton la veille au soir que son séjour se terminerait le lendemain. Il ne m'était cependant pas venu à l'esprit qu'il souhaitait que je l'accompagne, et je ne parvenais pas non plus à comprendre comment nous pouvions être tous les deux absents à un moment que lui-même qualifiait de critique. La seule chose à faire, cependant, était d'obéir sans rien dire. Nous saluâmes par conséquent notre ami tout contrit, et 2 heures plus tard, nous étions à la gare de Coombe Tracy et avions renvoyé la carriole au manoir. Un petit garçon attendait sur la plateforme. « Des ordres pour moi, monsieur ?» Tu vas prendre ce train jusqu'en ville, Cartwright. À ton arrivée, tu enverras un câble à Sir Henry Baskerville, signé de mon nom, pour lui dire que s'il trouve le portefeuille que j'ai égaré, il doit me l'envoyer en recommandé à Baker Street. Oui, monsieur. Et demande au bureau de la gare s'il y a un message pour moi. Le garçon revint avec un télégramme que me tendit Holmes. Il disait ceci. Câble reçu. Arrive avec un mandat d'arrêt vierge. Arrive à 5h40. L'Estrade. C'est la réponse à celui que je lui ai envoyé ce matin. Parmi les professionnels, c'est le meilleur, je pense, et nous aurons peut-être besoin de son secours. Maintenant, Watson, je crois que nous ne pouvons pas mieux employer notre temps qu'en allant rendre visite à l'une de vos connaissances, Madame Laura Lyons. Son plan de campagne commençait à devenir clair. Il se servirait du baronnet pour faire croire aux Stapleton que nous étions vraiment partis, alors que nous allions revenir dès que le besoin se ferait sentir. Le télégramme de Londres, au cas où Sir Henry le mentionnerait aux Stapleton, devrait chasser de leur esprit le dernier soupçon. Je voyais déjà notre filet se resserrer sur ce brochet à la fine mâchoire. Madame Laura Lyons se trouvait dans son bureau, et Sherlock Holmes commença l'entretien avec une franchise et un franc-parler qui la stupéfièrent. J'enquête sur les circonstances qui ont entouré la mort du regretté Sir Charles Baskerville, dit-il. Mon ami ici présent, le docteur Watson, m'a informé de ce que vous lui avez communiqué et également de ce que vous lui avez eu sur cette affaire. Qu'ai-je donc gardé pour moi? Demanda-t-elle d'un air de défi. Vous avez avoué avoir demandé à Sir Charles de se trouver à la barrière à 10 heures. Nous savons qu'il s'agit là de l'heure et du lieu de sa mort. Vous nous avez caché le rapport existant entre ces faits. Il n'y a pas de rapport. Dans ce cas, la coïncidence est vraiment extraordinaire. Mais je pense que nous finirons par arriver à établir un lien. Je désire être totalement franc avec vous, Madame Lyons. Nous considérons que cette affaire est un meurtre, et les preuves risquent d'impliquer non seulement votre ami M. Stapleton, mais aussi sa femme. La dame bondit de sa chaise. « Sa femme » s'écria-t-elle. Ce n'est plus un secret. Celle qui se faisait passer pour sa sœur est en réalité sa femme. Madame Lyons s'était rassise. Ses mains étaient agrippées au bras du fauteuil, et je vis que le rose de ses ongles avait blanchi sous la pression de son étreinte. « Sa femme » répéta-t-elle. « Sa femme » Il n'était pas marié. Sherlock Holmes haussa les épaules.
Prouvez-le-moi. Prouvez-le-moi si vous y parvenez. L'éclair farouche de son regard en disait plus long que n'importe quelle parole. J'ai apporté tout ce qu'il faut pour ça, dit Holmes en sortant plusieurs documents de sa poche. Voici une photographie du couple prise à York il y a 4 ans. Elle est légendée Monsieur et Madame Vandeleur, mais vous n'aurez aucune difficulté à le reconnaître et elle non plus si vous la connaissez de vue. Voici 3 descriptions écrites, fournies par des témoins dignes de foi, de Monsieur et Madame Vandeleur, qui à l'époque dirigeaient l'école privée Saint-Oliver. Lisez-les, et voyez si vous pouvez encore douter de l'identité de ces gens-là. Elle jeta un coup d'œil aux documents, puis elle nous regarda avec l'expression figée et rigide d'une femme désespérée. Monsieur Holmes, dit-elle, cet homme m'a proposé le mariage à condition que je divorce de mon époux. Il m'a menti, la canaille, et sur tous les plans. Jamais il ne m'a dit la vérité. Et pourquoi? Pourquoi? Je pensais que tout cela était pour mon bien, mais je vois que je n'ai été qu'un instrument entre ses mains. Pourquoi devrais-je lui rester fidèle alors qu'il ne l'a jamais été avec moi? Pourquoi devrais-je le protéger des conséquences de ses propres actions malveillantes? Demandez-moi ce que vous voulez, et je ne vous cacherai rien. Mais je vous jure une chose, c'est que lorsque j'ai écrit la lettre, je n'ai jamais imaginé causer un tort quelconque au vieux monsieur, qui fut mon meilleur ami. Je vous crois tout à fait, madame, dit Sherlock Holmes. Le récit de ces événements doit être très pénible pour vous, et peut-être serait-il plus facile que je raconte ce qui s'est passé, et vous me corrigerez si je commets une erreur factuelle. L'envoi de cette lettre vous a été suggéré par Stapleton? Il me l'a dicté. Je suppose que la raison qu'il a invoquée était l'aide que vous alliez recevoir de Sir Charles pour couvrir les frais de justice liés à votre divorce? Exactement. Et après l'envoi de la lettre, il vous a dissuadé d'aller au rendez-vous? Il m'a dit que son amour-propre serait blessé de voir un autre homme fournir l'argent nécessaire dans un cas pareil, et que bien qu'il soit lui-même pauvre, il dépenserait jusqu'à son dernier penny pour lever les obstacles qui nous séparaient. Il semble avoir une personnalité très logique. Et ensuite, vous n'avez entendu parler de rien jusqu'à ce que vous lisiez le récit du décès dans les journaux? Non. Et il vous a fait jurer de ne rien dire de votre rendez-vous avec Sir Charles? Oui, c'est cela. Il a dit que sa mort était très mystérieuse, et que je serais certainement soupçonné si les faits apparaissaient au grand jour. Il m'a incité au silence, par intimidation. Tout à fait. Mais vous aviez vous-même des soupçons? Elle hésita et baissa les yeux. Je le connaissais, dit-elle. Mais s'il m'était resté fidèle, j'aurais fait de même avec lui. Je crois qu'en fin de compte, vous avez eu de la chance d'en réchapper, dit Sherlock Holmes. Il était sous votre coupe, et malgré tout, vous êtes encore en vie. Cela fait plusieurs mois que vous marchez au bord d'un précipice. Il nous reste à vous souhaiter une bonne journée, Madame Lyons, et il est probable que vous entendiez de nouveau parler de nous d'ici peu. Notre affaire arrive à son terme, et les difficultés s'évanouissent les unes après les autres, dit Holmes alors que nous attendions l'express de Londres. Je serai bientôt en mesure de reconstituer en un seul récit cohérent l'un des crimes les plus singuliers et les plus sensationnels des temps modernes. Les étudiants en criminologie se souviendront de cas similaires à Godno en Petite-Russie durant l'année 1866, et bien sûr des meurtres d'Anderson en Caroline du Nord, mais cette affaire possède des caractéristiques tout à fait particulières. Nous n'avons toujours pas, au moment présent, de preuves irréfutables contre cet homme si habile. Mais je serais très surpris que tout ne soit pas éclairci avant que nous allions nous coucher ce soir. L'express en provenance de Londres entra avec fracas dans la gare, et un petit homme maigre et nerveux aux airs de bulldog avait sauté hors d'un wagon de première classe. Nous échangeâmes tous trois une poignée de main, et je vis tout de suite, à la façon respectueuse dont Lestrade regarda mon compagnon, qu'il en avait appris long depuis les premières fois où ils avaient travaillé ensemble. Je me souviens très bien du dédain que les théories du logicien provoquaient chez cet homme pragmatique. « Quelque chose d'intéressant » demanda-t-il. « La plus grosse affaire depuis des années, » dit Holmes. « Nous avons 2 heures devant nous avant de commencer à nous préparer. Je pense que nous devrions les employer à notre dîner. Et ensuite, Lestrade,
Nous chasserons le brouillard londonien de vos branches en vous offrant un bol de l'air pur de la nuit de Dartmoor. Vous n'y êtes jamais allé? Ah ma foi, je pense que vous n'oublierez pas votre première visite. L'un des défauts de Sherlock Holmes, si à vrai dire on peut appeler cela un défaut, était qu'il répugnait fortement à communiquer à quiconque l'ensemble de ses plans jusqu'au moment de leur exécution. Cela provenait certainement en partie de son caractère autoritaire qui aimait dominer et surprendre ceux qui l'entouraient, et en partie de sa prudence professionnelle qui lui commandait de ne jamais prendre le moindre risque. Les conséquences, cependant, en étaient très éprouvantes pour ceux qui agissaient comme agents et adjoints. J'en avais souvent souffert, mais jamais autant que lors de ce long trajet en voiture dans l'obscurité. La grande épreuve était devant nous. Enfin, nous étions sur le point de fournir notre effort final, et Holmes n'avait toujours rien dit, et j'en étais réduit à imaginer son plan d'action. Mes nerfs vibraient d'impatience quand enfin le vent glacé sur nos visages et les sombres espaces vides de part et d'autre de la route étroite m'informèrent que nous étions revenus sur la lande. À chaque pas des chevaux, à chaque tour de roue, nous nous rapprochions de notre suprême aventure. Notre conversation était contrariée par la présence du cocher de la voiture de louage, ce qui nous obligea à parler de sujets triviaux alors que nos nerfs étaient tendus par l'émotion et l'attente. Ce fut pour moi un soulagement, après cette contrainte peu naturelle, quand nous passâmes devant la maison de Frankland et que je sus que nous nous rapprochions du manoir et de la scène de l'action. Nous ne nous avançâmes pas jusqu'à la porte, mais descendîmes près des grilles de l'allée. Nous payâmes la voiture et la renvoyâmes sur le champ à Coombe Tracey, tandis que nous nous mettions en route pour Merripit House. « Êtes-vous armé, Lestrade » Le petit inspecteur sourit. « Tant que je porte mon pantalon, j'ai une petite poche revolver. Et tant que j'ai une petite poche revolver, j'ai quelque chose dedans. » « Bien. Mon ami et moi sommes également parés en cas d'urgence. » Vous êtes bien secret au sujet de cette affaire, monsieur Holmes. À quel jeu jouons-nous maintenant? Un jeu d'attente. Ma parole. Ça n'a pas l'air d'être un endroit très joyeux, dit l'inspecteur avec un frisson en regardant autour de lui les pentes ténébreuses et le lac de brouillard qui s'étendait sur le bourbier de Grimpen. J'aperçois les lumières d'une maison devant nous. C'est Merripit House. Et la fin de notre voyage. Je dois vous demander de marcher sur la pointe des pieds et de ne pas dépasser le murmure. Nous avançâmes prudemment le long du sentier, comme si nous nous dirigions vers la maison, mais Holmes nous arrêta une fois parvenus à moins de 200 mètres. « Ça ira, » dit-il. « Ces rochers à droite fourniront une couverture idéale. » « Nous allons attendre ici ?» Oui, nous tendrons notre petite embuscade ici. Rentrez dans cette cavité, Lestrade. Vous êtes déjà allé dans la maison, Watson, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous indiquer la disposition des pièces? À quoi correspondent ces fenêtres trahissées au bout? Je pense que ce sont les fenêtres de la cuisine. Et celles qui se trouvent derrière, si brillamment éclairées? Il s'agit certainement de la salle à manger. Les stores sont levés. Vous connaissez mieux le terrain. Approchez-vous en rampant discrètement et regardez ce qu'ils sont en train de faire. Mais pour l'amour de Dieu, qu'ils ne sachent pas qu'ils sont surveillés. J'avançai sur la pointe des pieds le long du chemin et m'accroupis derrière le muret qui entourait le verger rabougri. Rampant dans son ombre, j'atteignis un endroit d'où je pouvais voir par la fenêtre sans rideau. Il n'y avait que 2 personnes dans la pièce, Sir Henry et Stapleton. Ils étaient assis de profil par rapport à moi, de part et d'autre de la table ronde. Tous 2 fumaient le cigare, et devant eux se trouvaient du vin et du café. Stapleton parlait avec entrain, mais le baronnet paraissait pâle et distrait. Peut-être la pensée de la marche solitaire à travers cette lande de mauvais augure pesait-elle lourdement sur son esprit. Alors que je les observais,
Stapleton se leva et quitta la pièce tandis que Sir Henry emplissait de nouveau son verre et se laissait aller en arrière dans sa chaise en tirant une bouffée de son cigare. J'entendis le grincement d'une porte et le bruit de bottines crissant sur le gravier. Les pas suivirent le chemin de l'autre côté du mur derrière lequel j'étais accroupi. Regardant par-dessus, je vis le naturaliste arrêté devant la porte d'une dépendance à l'angle du verger. Une clé tourna dans une serrure, et comme il entrait, j'entendis un curieux bruit sourd et traînant qui provenait de l'intérieur. Il ne resta qu'une minute environ à l'intérieur, et j'entendis de nouveau la clé tourner dans la serrure, puis il passa devant moi et regagna la maison. Je le vis rejoindre son invité, tandis que je revenais tranquillement en rampant à l'endroit où mes compagnons attendaient pour leur raconter ce que j'avais vu. « Vous dites, Watson, que la dame n'est pas là ?» demanda Holmes lorsque j'eus terminé mon rapport. « Non. » « Où peut-elle être dans ce cas, puisqu'il n'y a pas de lumière dans aucune autre pièce ?»« Je ne vois pas où elle peut être. » J'ai dit qu'au-dessus du grand bourbier de Grimpen flottait un dense brouillard blanc. Il avançait lentement vers nous et formait de ce côté-là comme un mur, bas, mais épais et bien dessiné. La lune se reflétait dessus. On aurait dit un immense glacier chatoyant, et les sommets des collines lointaines formaient comme des rochers posés sur sa surface. Le visage de Holmes s'était tourné dans sa direction, et il grommela avec impatience en observant sa lente progression. « Il avance vers nous, Watson. Est-ce grave ? Très grave. En fait, la seule chose sur Terre qui aurait pu perturber mes plans. Il ne devrait plus tarder maintenant. Il est déjà 10 heures. Notre succès et peut-être sa vie dépendent de son départ avant que le brouillard ne parvienne sur le chemin. » La nuit était claire et belle. Les étoiles brillaient, froides et lumineuses, tandis qu'une demi-lune baignait la scène d'un éclat doux et incertain. Devant nous se dressait la masse sombre de la maison, son toit en dents de scie et ses cheminées hérissées qui se découpaient nettement sur le ciel argenté. De larges traits de lumière venant des fenêtres du bas s'étiraient sur le verger et sur la lande. L'un d'eux s'éteignit soudain. Les serviteurs avaient quitté la cuisine. Il ne restait que la lumière de la salle à manger, où les deux hommes, l'hôte meurtrier et l'invité inconscient du danger, discutaient toujours en fumant leurs cigares. À chaque instant, la plaine blanche et laineuse qui couvrait une moitié de la lande s'approchait de plus en plus près de la maison. Déjà, les premiers minces rubans s'enroulaient autour des angles dorés de la fenêtre éclairée. On ne distinguait déjà plus le mur du fond, dans le verger, et les arbres se découpaient sur un tourbillon de vapeur blanche. Sous nos yeux, les volutes de brouillard rampèrent autour des deux extrémités de la maison et se concentrèrent peu à peu en une seule nappe dense, au-dessus de laquelle l'étage ainsi que le toit parurent flotter tel un étrange navire sur une mer noire. Holmes frappa avec véhémence de la main sur le rocher juste devant nous, et il tapa du pied sur le sol en signe d'impatience. « S'il n'est pas sorti d'ici un quart d'heure, le chemin sera recouvert. Dans une demi-heure, nous ne pourrons plus apercevoir le bout de notre bras. » Ne faudrait-il pas que nous reculions un peu jusqu'à un endroit plus élevé ? Oui, je pense que ce serait tout aussi bien. Alors que la nappe de brouillard se répandait, nous reculâmes donc devant elle jusqu'à 800 mètres de la maison, et cette mer blanche et épaisse, au bord supérieur teinté d'argent par la lune, progressait toujours, lentement et inexorablement. « Nous allons trop loin, » dit Holmes. « Nous ne pouvons pas prendre le risque qu'il se fasse rattraper avant de parvenir jusqu'à nous. Il faut à tout prix tenir bon là où nous sommes. » Il se laissa tomber à genoux et plaqua son oreille au sol. « Dieu merci. Il me semble l'entendre qui approche. » Un bruit de pas rapides brisa le silence de la lande. Accroupis entre les pierres, nous scrutions intensément la nappe bordée d'argent en face de nous. Les pas s'intensifièrent, et du brouillard, comme de derrière un rideau, surgit celui que nous attendions. Il regarda tout autour de lui, surpris, en émergeant dans la nuit claire et étoilée. Puis il s'engagea rapidement sur le chemin, passa près de l'endroit où nous nous trouvions, et se mit à grimper le long de la pente située derrière nous. Il marchait en regardant sans arrêt par-dessus son épaule, comme s'il n'était pas tranquille. « Psst !» s'écria Holmes, et j'entendis le cliquetement sec du chien d'un pistolet. « Regardez, il arrive. » Une cavalcade faible, crissante et continue se fit entendre, venant de quelque part au cœur de cette nappe mouvante.
Le nuage était à moins de 50 mètres de l'endroit où nous nous trouvions, et nous le fouillâmes tous trois du regard, nous demandant quelle monstruosité allait en surgir. Je me trouvais à côté de Holmes, et je jetai un coup d'œil sur son visage. Il était blême et triomphant, et ses yeux luisaient vivement dans le clair de lune. Mais soudain, ils s'agrandirent et se figèrent dans un regard rigide, tandis que ses lèvres s'entr'ouvraient de stupeur. Au même instant, Lestrade poussa un cri de terreur et se jeta face contre terre. Je bondis sur mes pieds, ma main libre agrippant mon pistolet, l'esprit paralysé par l'horrible forme qui avait surgi des ténèbres du brouillard. C'était un molosse, un énorme chien noir comme du charbon, mais un chien comme n'en avait jamais vu un mortel. Le feu jaillissait de sa gueule entr'ouverte, ses yeux luisaient de fureur, son mufle, son cou et son poitrail étaient rehaussés par des flamèches qui dansaient. Jamais les rêves délirants d'un cerveau dérangé ne conçurent quelque chose de plus terrible, de plus effroyable, de plus démoniaque que cette forme sombre et cette gueule sauvage qui apparut devant nous du mur de brouillard. Avec de grands bonds, l'énorme créature noire courait sur le sentier, lancée à un train d'enfer sur la trace de notre ami. Nous étions tellement paralysés par cette apparition qu'elle passa devant nous avant que nous recouvrions notre sang-froid. Holmes et moi fîmes alors feu simultanément, et la créature poussa un hurlement affreux nous indiquant que l'un de nous au moins l'avait atteinte. Mais elle ne s'arrêta pas et bondit en avant. Au loin sur le chemin, nous aperçûmes Sir Henry qui regardait derrière lui, le visage blême dans le clair de lune, les bras levés en signe d'horreur, fixant désespérément la chose terrifiante qui le pourchassait. Mais le cri de douleur du chien avait balayé toutes nos appréhensions. S'il était vulnérable, c'est donc qu'il était mortel, et si nous parvenions à le blesser, c'était que nous pouvions l'abattre. Jamais je ne vis quelqu'un courir comme Holmes le fit ce soir-là. J'ai la réputation d'être véloce, mais il mit autant de distance entre nous qu'entre le petit inspecteur et moi. Devant nous, alors que nous foncions sur le sentier, nous entendîmes les cris répétés de Sir Henry et le grondement sourd du chien. J'arrivai à temps pour voir la bête se jeter sur sa victime, la plaquer à terre et la saisir à la gorge. Mais l'instant d'après, Holmes avait vidé 5 des chambres de son revolver dans le flanc de la créature. Après un dernier hurlement de douleur et un vicieux coup de croc en l'air, elle roula sur le dos, ses 4 pattes s'agitant furieusement, puis s'affaissa sur le flanc. Je me penchai, haletant, et pressai mon pistolet contre sa tête monstrueuse et luisante, mais il était inutile d'appuyer sur la détente. Le gigantesque chien était mort. Sir Henry gisait inanimé à l'endroit où il était tombé. Nous lui arrachâmes le col, et Holmes murmura une prière de gratitude lorsque nous vîmes qu'il ne portait aucune trace de blessure et que nous étions intervenus à temps. Déjà, les paupières de notre ami frémissaient, et il produisit un faible effort pour bouger. Lestrade plaça sa flasque de cognac entre les lèvres du baronnet, et 2 yeux terrorisés se levèrent sur nous. « Mon Dieu, murmura-t-il. Qu'est-ce que c'était ? Au nom du ciel, qu'est-ce que c'était ? Elle est morte, quelle que soit cette chose, dit Holmes. Nous avons abattu le fantôme familial une bonne fois pour toutes. De par sa seule taille et sa puissance, c'était une créature terrible qui gisait devant nous. Ce n'était ni un pur limier ni un vrai mastif, mais il apparut que c'était un croisement des deux, hâve, sauvage et aussi grand qu'une petite lionne. Même à présent, dans la rigidité de la mort, les larges mâchoires semblaient dégouliner de flammes bleues et les petits yeux profonds et cruels étaient cerclés de feu. Je posai la main sur le museau luisant, et lorsque je retirai les doigts, il brillait comme une petite lumière dans l'obscurité. « Du phosphore, dis-je. »« Et habilement préparé, » dit Holmes en reniflant l'animal mort. « Aucune odeur ne vient interférer avec ses facultés olfactives. Nous vous devons de sincères excuses, Sir Henry, pour vous avoir exposé à une telle frayeur. Je m'attendais à un chien, mais pas à une créature comme celle-ci. Et le brouillard ne nous a pas laissé beaucoup de temps pour l'affronter. Vous m'avez sauvé la vie. Après l'avoir mise en danger. Êtes-vous assez fort pour tenir debout ? Donnez-moi une autre rasade de ce cognac et je serai bientôt prêt à faire n'importe quoi. Bien. Maintenant, si vous voulez bien m'aider à me relever, que proposez-vous de faire ? De vous laisser ici. Vous n'êtes pas en état de supporter de nouvelles aventures ce soir. Si vous voulez bien attendre, l'un de nous rentrera avec vous au manoir. Il essaya de se tenir debout en vacillant, mais il était toujours d'une pâleur spectrale et tremblait de tous ses membres.
Nous le conduisîmes en le soutenant à un rocher où il s'assit en grelottant, le visage plongé entre les mains. Il faut que nous vous laissions maintenant, Dit Holmes. Nous devons terminer notre travail et chaque instant compte. Nous tenons nos preuves et désormais il ne nous manque plus que l'homme. Il y a une chance sur 1000 pour que nous le trouvions chez lui, poursuivit-il alors que nous rebroussions rapidement chemin sur le sentier. Les coups de feu ont dû le prévenir que la partie était terminée. Nous étions assez loin, et le brouillard aura pu les assourdir. Il a suivi le chien pour le rappeler. De cela vous pouvez en être certain. Non, il est déjà parti alors qu'il est, mais nous allons fouiller la maison et nous en assurer. La porte devant étant ouverte, nous nous ruâmes à l'intérieur et allâmes de pièce en pièce, à la stupéfaction d'un vieux serviteur gâteux que nous avions croisé dans le couloir. Il n'y avait pas de lumière, à l'exception de la salle à manger, mais Holmes promena partout sa lampe et ne laissa pas un recoin de la maison inexploré. Nous ne parvînmes pas à trouver la moindre trace de l'homme que nous pourchassions. À l'étage, cependant, l'une des chambres à coucher était fermée à clé. « Y a quelqu'un là-dedans !» s'exclama Lestrade. « J'entends du mouvement. Ouvrez cette porte !» Un faible gémissement ainsi qu'un bruit de frottement nous parvenait de l'intérieur. Holmes frappa la porte du plat du pied juste au-dessus de la serrure et elle s'ouvrit à la volée. Pistolet en main, nous nous précipitâmes tous trois dans la pièce. Mais il n'y avait là nulle trace de la canaille désespérée et arrogante que nous nous attendions à voir. Au lieu de cela, nous nous trouvions face à une chose si étrange et si inattendue que nous restâmes un instant interdits à la contempler. La pièce avait été transformée en un petit musée, et sur les murs étaient alignées de nombreuses boîtes vitrées, pleines de la collection de papillons et de phalènes rassemblés dans ces moments de loisir par cet homme complexe et dangereux. Au centre de cette pièce se trouvait un grand madrier, dressé à une certaine époque pour étayer la vieille solive mangée par les vers qui soutenaient la toiture. Une forme humaine était attachée à cette poutre, à ce point emmaillotée et emmitouflée dans les draps qui la ligotaient que l'on ne pouvait pas dire sur l'instant s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Une serviette était passée autour de la gorge et nouée à l'arrière du pilier. Une autre couvrait la partie basse du visage, et au-dessus 2 yeux foncés, des yeux emplis de chagrin, de honte et d'une mortelle anxiété, nous dévisageaient en retour. En quelques instants, nous avions arraché le bâillon et dénoué les liens, et Madame Stapleton s'effondra devant nous sur le sol. Lorsque son beau visage s'affaissa sur sa poitrine, je vis distinctement la zébrure rouge d'un coup de fouet sur sa nuque. « La brute !» s'écria Holmes. « Ici, Lestrade, votre flasque de cognac, placez-la sur la chaise. » Elle s'est évanouie à force d'épuisement et de maltraitance. Elle rouvrit les yeux. « Est-il vivant ?» demanda-t-elle. « A-t-il réussi à s'échapper ?»« Il ne peut pas nous échapper, madame. » « Non, je ne voulais pas parler de mon mari. Sir Henry, est-il vivant ?»« Oui. »« Et le sien ?»« Il est mort. » Elle poussa un long soupir de satisfaction. « Dieu merci. Dieu merci. Ah, la canaille, vous voyez comment il m'a traité ?» Elle remonta les manches de ses 2 bras, et nous constatâmes avec effroi qu'ils étaient entièrement couverts de meurtrissures. « Mais cela n'est rien. Rien. C'est mon esprit et mon âme qui l'a torturé et avili. J'aurais pu tout endurer, les mauvais traitements, la solitude, une vie de tromperie, tout, tant que je pouvais me raccrocher à l'espoir qu'il m'aimait. Mais désormais je sais que là aussi j'ai été sa dupe. J'ai été son jouet. » Elle éclata en sanglots tout en parlant. « Vous en avez contre lui, madame, » dit Holmes. « Dites-nous donc où nous pouvons le trouver. Si vous avez un jour été complice de ces vilainies, aidez-nous à présent et ainsi vous vous rachèterez. » « Il n'y a qu'un seul endroit où il a pu fuir, » répondit-elle. « Il existe une vieille mine d'étain sur une île au cœur du Grand Bourbier. C'est là qu'il gardait son sien, et il avait pris ses dispositions pour s'y aménager un refuge. C'est là qu'il a dû s'enfuir. » La nappe de brouillard collait aux vitres comme du coton. Holmes approcha la lampe de la fenêtre. « Regardez, » dit-il. « Personne ne pourra trouver son chemin dans le Grand Bourbier de Grimpen ce soir. » Elle se mit à rire et à applaudir. Ses yeux et ses dents luisaient d'une joie féroce. « Il réussira peut-être à y pénétrer, mais jamais à en sortir !» s'écria-t-elle. « Comment fera-t-il pour voir les piquets ce soir ? Nous les avons plantés ensemble, lui et moi, pour baliser la voie à travers le bourbier. Oh, si seulement j'avais pu les enlever aujourd'hui, vous l'auriez vraiment eu à votre merci. » Il était évident que toute poursuite serait vaine tant que le brouillard ne se serait pas levé. En attendant,
nous laissâmes Lestrade garder la maison, tandis que Holmes et moi rentrions avec le baronnet à Baskerville Hall. L'histoire de Stapleton ne pouvait lui être tue plus longtemps, mais il encaissa courageusement le coup lorsqu'il apprit la vérité au sujet de la femme dont il était tombé amoureux. Le choc de ses aventures nocturnes lui avait cependant secoué les nerfs, et avant le matin il se mit à délirer sous le coup d'une forte fièvre, et le docteur Mortimer prit soin de lui. Ces deux-là devaient voyager ensemble autour du monde avant que Sir Henry ne redevienne l'homme robuste et chaleureux qu'il était avant de posséder ce domaine de mauvais augure. Et maintenant, j'en viens rapidement à la conclusion de ce singulier récit dans lequel j'ai essayé de faire partager au lecteur les craintes mystérieuses et les soupçons vagues qui assombrirent si longtemps nos existences et qui s'achevèrent d'une manière si tragique. Le matin qui suivit la mort du chien, le brouillard s'était levé et Madame Stapleton nous guida jusqu'à l'endroit où ils avaient repéré un chemin à travers les marais. Voir l'empressement et la joie avec lesquels elle nous conduisait sur les traces de son mari nous permit de comprendre l'horreur de la vie de cette femme. Nous la laissâmes sur la mince presqu'île de terre ferme et tourbeuse qui s'avançait sur l'immense bourbier. De son extrémité, des piquets plantés çà et là indiquaient le sentier qui serpentait entre les bouquets de joncs, parmi les fosses à l'écume verte et les marécages traîtres qui en interdisaient l'accès à tout étranger. Des roseaux touffus et des plantes luxuriantes et visqueuses répandaient dans l'air une odeur de pourriture et sur nos visages des gaz lourdement chargés de miasmes, tandis que plus d'une fois un faux pas nous précipita jusqu'à la taille dans le bourbier sombre et meuble qui tremblait sur plusieurs mètres autour de nos pieds. Nous arrivions à peine à décoller nos semelles du sol en marchant, et lorsque nous nous enfoncions, on aurait dit qu'une main maléfique nous tirait dans ces profondeurs immondes, tant l'étreinte qui nous enserrait était sinistre et tenace. Une fois seulement, nous eûmes la preuve que quelqu'un s'était engagé avant nous sur cette voie périlleuse. Un objet sombre se trouvait au milieu d'une touffe de lin des marais qui dépassait de la vase. Holmes plongea jusqu'à la taille pour s'en emparer depuis le chemin, et si nous n'avions pas été là pour l'en tirer, il n'aurait jamais pu reposer le pied sur la terre ferme. Il leva en l'air une vieille chaussure noire. Meyers, Toronto, était-il écrit sur le cuir à l'intérieur. « Cela vaut bien un bain de boue, dit-il. C'est la chaussure qui manquait à notre ami Sir Henry. Jetée là par Stapleton au cours de sa fuite, parfaitement. Il l'avait gardée en main après s'en être servi pour lancer le chien sur sa piste. Il s'est sauvé lorsqu'il a su que la partie était finie en la tenant toujours et il l'a lancée à ce moment de sa fuite. Nous savons au moins qu'il est parvenu sans encombre jusqu'ici. Mais il était écrit que nous n'en apprendrions pas plus, bien que nous puissions supposer pas mal de choses. Nous n'avions aucune chance de trouver ces empreintes sur le bourbier, car la boue humide les recouvrait rapidement, mais lorsque nous atteignîmes enfin un sol plus ferme au-delà du marécage, nous nous mîmes tous activement à leur recherche. Mais nos yeux n'en rencontrèrent pas une seule. Si la terre ne nous mentait pas, c'est donc que Stapleton ne parvint jamais jusqu'au refuge sur l'île qu'il tentait désespérément d'atteindre la veille au soir à travers le brouillard. Quelque part, au cœur du grand bourbier de Grimpen, au fond de la vase putride de l'immense marécage qu'il avait aspiré, était enfoui pour toujours cet homme froid et cruel. Nous trouvâmes de nombreuses traces de lui sur l'île entourée de fange où il cachait son monstrueux complice. Une immense roue motrice et un puits à demi rempli de déchets indiquaient l'emplacement de la mine abandonnée. À proximité se dressaient les ruines des habitations des mineurs, chassés, à n'en point douter, par la puanteur affreuse des marais environnants. Dans l'une d'elles, un anneau et une chaîne, ainsi qu'une grande quantité d'eau rongée, indiquaient l'endroit où l'animal avait été confiné. Un squelette, sur lequel on voyait encore une touffe de poils bruns, gisait parmi les débris. « Un chien, » dit Holmes. « Mon Dieu, c'est un épagnol à poils bouclés. Le pauvre Mortimer ne reverra jamais son chien. » Eh bien, je ne crois pas que ce lieu renferme encore un secret que nous n'ayons pas déjà percé. Il pouvait dissimuler son chien, mais il ne pouvait pas le faire taire, d'où ces hurlements qui, même de jour, n'étaient guère agréables à entendre. En cas d'urgence, il pouvait garder le chien dans la dépendance à Mary Pitt, mais il y avait toujours un risque, et ce fut seulement le jour fatidique qu'il considérait comme l'aboutissement de ses efforts qu'il osa le faire.
La pâte qui se trouve dans la boîte de conserve est certainement cette matière lumineuse dont l'animal a été enduit. L'idée est née, bien sûr, de l'histoire du chien démoniaque de la famille et du désir d'effrayer à mort le vieux Sir Charles. Pas étonnant que ce pauvre diable de bagnard ait couru et hurlé, comme notre ami d'ailleurs, et comme nous l'aurions sans doute fait, au spectacle d'une créature pareille bondissant de l'obscurité de la lande à sa poursuite. C'était un procédé astucieux, car en plus de faire mourir de peur ses victimes, quel paysan s'aventurait à enquêter de trop près sur un tel monstre si jamais il l'apercevait sur la lande comme c'est arrivé à beaucoup? Je l'ai déjà dit à Londres, Watson, et je le répète maintenant. Jamais nous n'avons contribué à la traque d'un homme plus dangereux que celui qui gît là-bas. Et il balayait de sa main l'immense étendue marécageuse parsemée de taches vertes qui s'étirait jusqu'aux pentes roussies de la lande. C'était à la fin de novembre, par une nuit de froid et de brouillard, et Holmes et moi étions installés de chaque côté d'une brillante flambée dans notre salon de Baker Street. Depuis le tragique dénouement de notre séjour dans le Devonshire, il avait pris part à 2 affaires de la plus haute importance. Dans la première, il avait révélé la conduite inqualifiable du colonel Upwood dans le célèbre scandale de cartes au Non-Pareil Club, tandis que dans la seconde, il avait défendu l'infortunée Madame Montpensier de l'accusation de meurtre qui pesait sur elle après la mort de sa belle-fille, Mademoiselle Carrer, laquelle jeune femme, on s'en souvient, fut retrouvée 6 mois plus tard saine et sauve et mariée à New York. Mon ami était d'excellente humeur du fait de son succès dans plusieurs affaires difficiles et importantes, et je pus donc l'amener à discuter des détails du mystère de Baskerville. J'avais attendu patiemment cette occasion, car je savais pertinemment qu'il ne permettait jamais à 2 affaires d'empiéter l'une sur l'autre, et son esprit clair et logique ne se laisserait pas distraire par son activité présente pour s'encombrer de souvenirs. Sir Henry et le docteur Mortimer, cependant, se trouvaient à Londres, en route pour ce long voyage qui lui avait été recommandé pour rétablir ses nerfs ébranlés. Ils étaient passés nous voir dans l'après-midi même, et il était donc tout naturel que le sujet survienne dans notre conversation. Le déroulement des événements, commença Holmes, du point de vue de cet homme qui se faisait appeler Stapleton, était simple et direct, tandis que pour nous, qui n'avions au début aucun moyen de connaître les raisons de ses agissements et ne possédions qu'une partie des faits, tout semblait extrêmement complexe. J'ai eu la chance de m'entretenir par 2 fois avec Madame Stapleton, et l'affaire a été si bien éclaircie que je ne crois pas qu'il reste quoi que ce soit que nous ignorions. Vous trouverez quelques notes sur le sujet dans la rubrique B de l'index de mes différentes affaires. Peut-être auriez-vous la gentillesse de me donner de mémoire un aperçu du tableau des événements? Certainement, bien que je ne puisse pas vous garantir que je possède tous les faits en tête. Une intense concentration mentale a l'étrange pouvoir d'effacer le passé. Un avocat qui connaît une affaire sur le bout des doigts et peut débattre sur le sujet avec un expert constatera qu'1 ou 2 semaines au tribunal en aura chassé une fois de plus tous les détails de son esprit. Ce qui fait que chacune de mes affaires détrône la précédente, et Mademoiselle Carrer a estompé mes souvenirs de Baskerville Hall. On me soumettra peut-être demain un autre petit problème qui viendra à son tour prendre la place de la jolie dame française et de l'infâme Upwood. En ce qui concerne l'affaire du chien, cependant, je vais vous livrer le cours des événements aussi précisément que possible, et vous me reprendrez si j'oublie quoi que ce soit. Mes investigations montrent que, de toute évidence, le portrait de famille ne mentait pas, et que cet individu était réellement un Baskerville. Il était le fils de Sir Roger Baskerville, le jeune frère de Sir Charles, qui partit accompagné d'une sinistre réputation en Amérique du Sud, où on pensait qu'il était mort sans s'être marié. C'est ce qu'il fit pourtant, et il eut un fils qui porte le même nom que son père. Il épousa Beryl Garcia, l'une des plus belles femmes du Costa Rica, puis, ayant détourné une somme considérable d'argent public, prit le nom de Vandeleur et s'enfuit pour l'Angleterre, où il établit une école dans le Yorkshire. La raison pour laquelle il s'est lancé dans ce secteur d'activité est qu'il avait fait la connaissance d'un précepteur tuberculeux pendant le voyage, et il se servit des talents de cet homme pour que son entreprise soit un succès. Mais Fraser, le professeur, mourut, et l'école qui avait pourtant bien commencé acquit mauvaise réputation et sombra dans l'infamie. Les Vandeleur jugèrent préférable de prendre le nom de Stapleton, et il transporta le restant de sa fortune, ses plans d'avenir et son goût pour l'entomologie dans le sud de l'Angleterre.
J'ai appris du British Museum qu'il était une autorité reconnue sur le sujet et que le nom de Vandeleur a été associé de manière définitive à une sorte de phalène qu'il avait été le premier à décrire à l'époque de son séjour dans le Yorkshire. Nous en arrivons maintenant à la partie de sa vie qui s'est révélée d'un si grand intérêt pour nous. L'homme avait sans doute effectué des recherches et s'était aperçu que 2 personnes le séparaient d'un patrimoine considérable. Lorsqu'il partit pour le Devonshire, ses plans étaient encore, je pense, excessivement flous, mais qu'il ait eu dès le début des intentions malhonnêtes apparaît évident si l'on considère qu'il a emmené sa femme avec lui en la faisant passer pour sa sœur. Il avait déjà clairement en tête l'idée de l'utiliser comme appât, même s'il n'était peut-être pas encore fixé sur la manière d'agencer les détails du complot. Ce qu'il voulait en fin de compte, c'était récupérer l'héritage, et à cette fin, il était prêt à utiliser tous les moyens et à prendre tous les risques. La première étape fut de s'installer aussi près que possible de sa demeure ancestrale, et la seconde, d'entretenir des relations amicales avec ses voisins et Sir Charles Baskerville. C'est le baronnet lui-même qui le renseigna sur le chien de la famille, creusant ainsi sa propre tombe. Stapleton, comme je continuerai à l'appeler, savait que le cœur du vieil homme était faible et qu'un choc le tuerait. Il le tenait du docteur Mortimer. Il avait également entendu dire que Sir Charles était superstitieux et prenait la sinistre légende très au sérieux. Son esprit ingénieux lui inspira instantanément un moyen de mener le baronnet à sa mort, et par lequel il serait pratiquement impossible de démontrer la culpabilité du véritable meurtrier. Ayant conçu l'idée, il élabora sa mise en œuvre avec une remarquable finesse. Un truand ordinaire se serait contenté d'utiliser un chien de meute féroce. L'utilisation de moyens artificiels pour rendre la créature diabolique fut un trait de génie de sa part. Le chien, il l'acheta à Londres chez Ross & Mangles, les négociants de Fulham Road. C'était le plus puissant et le plus sauvage qu'il possédait. Il l'amena par la ligne du Devon Nord et effectua une longue marche à travers la lande afin de le conduire chez lui sans susciter de commentaires. Il avait déjà appris à s'introduire dans le grand bourbier de Grimpen lors de ses chasses aux papillons, et il avait déniché ainsi un endroit sûr où cacher la bête. C'est là qu'il l'installa et attendit le moment opportun. Mais il tardait à venir. Il était impossible de faire sortir le vieil homme de chez lui le soir. Stapleton resta à plusieurs reprises en embuscade avec son chien, mais sans succès. C'est au cours de ces sorties infructueuses qu'il fut aperçu, ou plutôt son complice, par des paysans, et la légende du chien démoniaque reprit donc de plus belle. Il avait espéré que sa femme entraînerait Sir Charles à sa perte, mais elle se révéla alors d'une indépendance d'esprit surprenante. Elle refusa de nouer avec le vieux gentleman un lien sentimental qui aurait pu le livrer à son ennemi. Des menaces et, je regrette de le dire, des coups ne parvinrent pas à la faire changer d'avis. Elle ne voulut rien savoir, et Stapleton se trouva un temps dans une impasse. Il trouva l'issue de ces difficultés quand il eut la chance de se voir confier par Sir Charles, qui s'était pris d'amitié pour lui, l'administration de ses œuvres de charité dans l'affaire de cette malheureuse femme, Madame Laura Lyons. En se faisant passer pour célibataire, il sut exercer une influence totale sur elle et lui fit miroiter le mariage si elle parvenait à obtenir le divorce. Ses plans furent soudain précipités quand il apprit que Sir Charles allait quitter le manoir sur le conseil du docteur Mortimer, opinion qu'il prétendait partager aussi. Il devait agir sur le champ, sinon sa victime risquait de se retrouver hors de portée. Il exerça par conséquent des pressions sur Madame Lyons pour qu'elle écrive la lettre où elle suppliait le vieil homme de lui accorder une entrevue le soir précédant son départ pour Londres. Puis, par un argument spécieux, il la dissuada de s'y rendre et se procura ainsi l'occasion qu'il avait tant attendue. Il revint ce soir-là en voiture de Coombe Tracey, à temps pour aller chercher le chien et le parer de son vernis infernal, puis il conduisit la bête jusqu'à la barrière, où il avait de bonnes raisons de penser trouver le vieil homme qui attendait. Le chien, excité par son maître, sauta par-dessus la barrière et poursuivit l'infortuné baronnet qui s'enfuit en courant le long de l'allée des Ifs. Dans ce sombre tunnel, cette immense créature noire aux mâchoires et aux yeux flamboyants bondissant vers sa victime a dû être un spectacle cauchemardesque. Il tomba raide mort au bout de l'allée, victime de sa maladie de cœur et de terreur. Le chien était resté sur la bande de gazon alors que le baronnet avait couru le long du chemin, ce qui fait que seules les traces de l'homme étaient visibles. En le voyant étendu sans bouger, la créature s'était probablement approchée de lui pour le sentir, mais le découvrant mort, elle était repartie. C'est à ce moment-là qu'elle avait laissé cette empreinte observée par le docteur Mortimer.
Le chien fut rappelé et ramené en vitesse jusqu'à son repère dans le bourbier de Grimpen, laissant derrière lui un mystère qui dérouta les autorités, inquiéta toute la région et conduisit finalement l'affaire dans notre champ d'observation. Voilà pour ce qui est de la mort de Sir Charles Baskerville. Vous constaterez ce qu'il y a de diabolique dans ce stratagème, car il était vraiment impossible d'établir la culpabilité du véritable meurtrier. Son seul complice ne pourrait jamais le dénoncer, et la nature absurde et inconcevable du procédé lui permit de renforcer son efficacité. Les deux femmes concernées par l'affaire, Madame Stapleton et Madame Laura Lyons, eurent de vifs soupçons à l'encontre de Stapleton. Madame Stapleton savait qu'il avait des projets concernant le vieil homme et connaissait l'existence du chien. Madame Lyons ignorait tout cela, mais elle avait été impressionnée par le fait que sa mort coïncidait avec l'heure précise d'un rendez-vous connu de lui seul et non décommandé. Cependant, elles étaient toutes les deux sous son emprise, et il n'avait rien à craindre d'elles. La première partie de sa tâche avait été accomplie avec succès, mais le plus difficile restait à faire. Il est possible que Stapleton n'ait pas connu l'existence d'un héritier au Canada. De toute façon, il l'aura vite appris par son ami le docteur Mortimer, lequel lui livra tous les détails de l'arrivée d'Henry Baskerville. La première pensée de Stapleton fut que ce jeune étranger en provenance du Canada pouvait être assassiné à Londres avant même de se rendre dans le Devonshire. Il n'avait plus confiance en sa femme depuis son refus de l'aider à tendre un piège au vieillard, et il n'osait pas la quitter longtemps de peur de perdre son ascendant sur elle. C'est pour cette raison qu'il l'avait emmenée avec lui à Londres. Ils résidèrent, ai-je appris, à la pension de famille Mexborough, dans Craven Street, qui figurait bien parmi la liste des lieux qu'a visité mon agent à la recherche d'indices. Il enferma sa femme dans leur chambre, tandis que lui, grimé d'une barbe, suivait le docteur Mortimer jusqu'à Baker Street, puis jusqu'à la gare et au Northumberland Hotel. Sa femme avait une petite idée de ses plans, mais elle avait une telle crainte de son mari, une crainte fondée sur les mauvais traitements qu'elle subissait, qu'elle n'osait pas écrire pour avertir l'homme qu'elle savait être en danger. Si la lettre tombait entre les mains de Stapleton, sa propre vie était menacée. Finalement, comme nous le savons, elle prit l'initiative de découper les mots qui formeraient le message et d'écrire l'adresse en camouflant son écriture. Il parvint au baronnet, lui donnant le premier avertissement du danger qui le menaçait. Il était tout à fait essentiel pour Stapleton de se procurer un article de la garde-robe de Sir Henry, afin, dans le cas où il serait amené à utiliser le chien, de garder la possibilité de le lancer à ses trousses. Avec la promptitude et l'audace qui le caractérisent, il s'y attela sur le champ, et il ne fait pas de doute que le cireur de chaussures ou la femme de chambre de l'hôtel ont été soudoyés pour l'aider dans sa tâche. Par chance, cependant, la première chaussure qu'on lui procura était neuve, et par conséquent inutile pour son entreprise. Il la leur retourna donc et en obtint une autre, incident des plus instructifs, car j'eus alors la preuve certaine que nous avions affaire à un véritable chien, puisqu'aucune autre supposition ne pouvait expliquer l'acharnement à obtenir une vieille chaussure et le désintérêt pour une neuve. Plus un incident est grotesque et outré, plus il exige un examen attentif, et le détail même qui semble compliquer une affaire est aussi celui qui, considéré froidement et étudié scientifiquement, est le plus à même de l'élucider. Puis nous reçûmes la visite de deux de nos amis le lendemain matin, toujours suivis comme leur ombre par Stapleton dans son fiacre. Le fait qu'il connaissait notre adresse et mon apparence physique, ainsi que son comportement général, me laisse penser que la carrière criminelle de Stapleton ne s'est en aucun cas limitée à cette seule affaire Baskerville. Il est assez significatif que, lors de ces 3 dernières années, 4 cambriolages considérables aient eu lieu dans l'ouest du pays sans qu'on puisse arrêter un seul coupable. Le dernier d'entre eux, à Folkestone Court en mai, avait surpris par le sang-froid avec lequel avait été abattu le petit laquais qui avait surpris le voleur masqué et armé. Je suis certain que c'est ainsi que Stapleton renflouait ses ressources déclinantes, et qu'il était ainsi depuis des années un homme aux abois et dangereux. Nous avons eu un exemple de sa capacité de réaction cette matinée où il nous a échappé si brillamment, et aussi de son audace lorsqu'il m'a renvoyé mon propre nom par l'intermédiaire du cocher. À partir de cet instant, il savait que j'avais pris l'affaire en main à Londres et qu'il n'avait donc aucune chance là-bas. Il retourna à Dartmoor et attendit la venue du baronnet. « Un instant, lui dis-je. Vous avez sans nul doute correctement reconstitué l'enchaînement des événements, mais il reste un point que vous n'avez pas éclairci.
Qu'est-il advenu du chien lorsque son maître se trouvait à Londres? Je me suis penché sur cette question, qui est évidemment importante. Il ne peut y avoir de doute sur le fait que Stapleton avait mis quelqu'un dans la confidence, bien qu'il ne se soit probablement jamais placé sous sa coupe en partageant tous ses plans avec lui. Il y avait un vieux domestique à Merripit House du nom d'Anthony. Sa relation avec les Stapleton remonte à plusieurs années, du temps de la gérance de l'école, ce qui fait qu'il devait savoir que ses maîtres étaient en réalité mari et femme. Cet homme a disparu et s'est enfui du pays. Il est assez significatif qu'Anthony soit un nom peu répandu en Angleterre, tandis qu'Antonio l'est tout à fait en Espagne ou en Amérique latine. Cet homme, tout comme Madame Stapleton, parlait très bien l'anglais, mais avec un curieux accent un peu zozotant. J'ai moi-même aperçu ce vieillard traverser le bourbier de Grimpen par le chemin balisé par Stapleton. Il est par conséquent fort probable qu'en l'absence de son maître, c'était lui qui s'occupait du chien, bien qu'il n'ait peut-être jamais su dans quel but la bête était utilisée. Les Stapleton repartirent donc pour le Devonshire, où ils furent rapidement suivis par Sir Henry et vous. 2 mots maintenant pour vous dire où j'en étais moi-même à ce moment-là. Vous vous souvenez peut-être que lorsque j'ai examiné le papier sur lequel étaient collés les mots imprimés, j'ai soigneusement inspecté le filigrane. Je l'ai tenu pour cela à quelques centimètres de mes yeux, et là j'ai perçu l'odeur très légère d'un parfum connu sous le nom de jasmin blanc. Il y a 75 sortes de parfums qu'il est nécessaire à l'expert criminel de savoir distinguer les uns des autres, et plus d'une affaire, je l'ai expérimenté moi-même, s'est jouée sur leur identification rapide. Ce parfum suggérait la présence d'une dame, et déjà mes pensées commençaient à se tourner vers les Stapleton. C'est ainsi que j'étais déjà convaincu de l'existence d'un chien, et que j'avais soupçonné le criminel avant même de nous rendre dans l'ouest du pays. Mon rôle était de surveiller Stapleton. Il était cependant évident que je ne pouvais le faire si j'étais à vos côtés, car il aurait été vraiment sur ses gardes. J'ai par conséquent mystifié tout le monde, vous inclus, et je me suis tenu secrètement ici alors que j'étais supposé me trouver à Londres. Mon inconfort n'était pas aussi grand que vous l'imaginez, bien que ce genre de détails triviaux ne doivent jamais interférer dans une enquête. Je suis resté la plupart du temps à Coombe Tracey et n'ai utilisé la hutte sur la lande que lorsqu'il était nécessaire d'être présent sur le lieu de l'action. Cartwright m'avait accompagné, et il me fut d'une grande assistance sous son déguisement de petit gars de la campagne. Je dépendais de lui pour les vivres et le linge propre. Lorsque je surveillais Stapleton, souvent Cartwright vous surveillait vous, et ainsi je pouvais continuer à tenir dans ma main toutes les ficelles. Je vous ai déjà dit que vos rapports me parvenaient rapidement, puisqu'ils étaient transmis directement de Baker Street à Coombe Tracey. Ils me furent d'un grand secours, en particulier celui qui contenait l'épisode accidentellement véridique de la biographie de Stapleton. Cela me permit d'établir l'identité de l'homme et de la femme, et je savais exactement à quoi m'en tenir. L'affaire avait été considérablement compliquée par l'incident du bagnard évadé et ses liens avec les Barrymore. Vous avez également éclairci ce problème de manière très efficace, bien que je fusse déjà parvenu aux mêmes conclusions par mes propres observations. Au moment où vous m'avez découvert sur la lande, je possédais une vision claire de toute l'affaire, mais je ne possédais pas les éléments permettant d'aller au tribunal. Même l'attentat nocturne de Stapleton contre Sir Henry, qui déboucha sur la mort de ce pauvre bagnard, ne nous a guère aidé à prouver sa culpabilité. Il semblait n'y avoir pas d'autre choix que de le prendre la main dans le sac, et pour ce faire, il nous fallait utiliser comme appât Sir Henry, seul et apparemment sans protection. C'est ce que nous fîmes, et au prix d'un choc sévère pour notre client, nous parvinrent à boucler notre dossier et à conduire Stapleton à sa perte. Que Sir Henry ait été exposé ainsi est critiquable, je l'admets, quant à ma gestion de l'affaire, mais nous n'avions aucun moyen d'imaginer le spectacle terrible et tétanisant qu'offrait la bête, non plus que nous ne pouvions prévoir le brouillard qui lui permit de jaillir juste devant nous si brusquement. Nous sommes parvenus à nos fins au prix de conséquences qui, le médecin spécialiste et le docteur Mortimer me l'ont tous deux assuré, ne sont pas irrémédiables. Un long voyage devrait permettre à notre ami de soigner ses nerfs ébranlés, mais aussi ses sentiments blessés. Son amour pour la dame était profondément sincère, et pour lui la partie la plus triste de cette sombre affaire est qu'elle l'ait trompé. Il ne nous reste plus maintenant qu'à évaluer la part qu'elle a jouée dans toute l'histoire. Il ne peut y avoir de doute sur l'influence que Stapleton exerçait sur elle, causée par l'amour ou par la peur,
ou fort probablement les deux, ces deux sentiments n'étant nullement incompatibles. Ce fut, à tout le moins, très efficace. Sur ses directives, elle accepta de se faire passer pour sa sœur, bien qu'il ait constaté les limites de son emprise sur elle lorsqu'il entreprit d'en faire l'instrument direct d'un crime. Elle était prête à avertir Sir Henry du danger autant qu'elle le pouvait, sans compromettre son mari, et elle tenta de le faire maintes et maintes fois. Stapleton lui-même apparut sujet à la jalousie, et même si cela faisait partie de son propre plan, lorsqu'il vit le baronnet faire la cour à la dame, il ne put s'empêcher de les interrompre en explosant de colère, ce qui eut pour effet de révéler sa nature enflammée si habilement dissimulée sous ses manières très retenues. En encourageant leur relation, il s'assurait que Sir Henry se rendrait fréquemment à Merripit House et que, tôt ou tard, il rencontrerait l'occasion qui l'attendait. Le jour de la crise, cependant, sa femme se retourna soudain contre lui. Elle avait eu des informations sur la mort du bagnard et elle savait que le chien était enfermé dans la petite dépendance le soir où Sir Henry vint dîner. Elle accusa son mari de vouloir commettre un crime et une terrible scène s'ensuivit, au cours de laquelle fut révélé pour la première fois qu'elle avait une rivale. Sa fidélité se transforma instantanément en haine amère et il comprit qu'elle le trahirait. Par conséquent, il la ligota pour qu'elle n'ait aucune chance de prévenir Sir Henry, en espérant, sans doute, que, lorsque toute la région aurait attribué la mort du baronnet à la malédiction familiale, comme c'était probable, il saurait la convaincre en la mettant devant le fait accompli et qu'elle garderait le silence sur ce qu'elle savait. À ce sujet, je pense qu'il a commis une erreur et que, même si nous n'avions pas été là, son sort n'en aurait pas été moins scellé. Une femme au sang hispanique ne pardonne pas une telle offense aussi facilement. Et maintenant, mon cher Watson, je ne peux vous donner d'explications plus détaillées sur cette curieuse affaire sans consulter mes notes. Je ne crois pas que quelque chose d'essentiel soit resté inexpliqué. Il ne pouvait espérer faire mourir de peur Sir Henry, comme il le fit avec le vieil oncle, avec son diable de chien. La bête était sauvage et à moitié morte de faim. Si son apparence n'effrayait pas sa victime à mort, au moins paralyserait-elle toute résistance éventuelle. Sans doute. Il ne demeure plus qu'une seule difficulté. Si Stapleton en était venu à hériter, comment serait-il parvenu à expliquer que lui, l'ayant droit, ait vécu à couvert et sous un autre nom si près du manoir? Comment serait-il parvenu à revendiquer son dû sans éveiller des soupçons et déclencher une enquête? C'est une immense difficulté, et je crains que vous ne m'en demandiez trop en espérant me la voir résoudre. Le passé et le présent font partie de mon champ d'action, mais comment un homme est susceptible d'agir dans le futur est une question ardue. Madame Stapleton a entendu son mari évoquer le problème en plusieurs occasions. Il y avait 3 voies possibles. Il pouvait revendiquer l'héritage depuis l'Amérique du Sud, faire établir son identité auprès des autorités britanniques là-bas, et ainsi obtenir la fortune sans jamais avoir à venir en Angleterre. Ou bien adopter un déguisement raffiné le temps limité où sa présence serait requise à Londres. Ou encore, déléguer un complice avec les preuves et les documents nécessaires et le faire passer pour l'héritier, prélevant ensuite une partie des revenus. Nous ne pouvons douter, de tout ce que nous savons de lui, qu'il aurait réussi à se sortir de cette difficulté. Et maintenant, mon cher Watson, nous avons eu plusieurs semaines de travail intense, et je pense que pour une fois ce soir, nous devrions orienter nos pensées vers des directions plus agréables. J'ai une loge pour les Huguenots. Avez-vous déjà entendu les frères de Resquet ? Puis-je me permettre de vous demander donc d'être prêt dans une demi-heure, et nous pourrons nous arrêter en chemin chez Marcini pour un dîner léger ? C'était Le Chien des Baskerville, un roman de Sir Arthur Conan Doyle. Je vous invite à partager l'émission autour de vous, et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, à la même heure, pour une nouvelle Aube des Songes.